Bonjour, bienvenue à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et à son chef d'orchestre, Xian Zhang. Bienvenue à cette séance consacrée à l'un des plus grands compositeurs français, Claude Debussy. Il y a environ 120 ans, en 1894, le public parisien peut entendre pour la première fois une courte pièce d'orchestre intitulée, titre mystérieux, Prélude à l'après-midi d'un faune. À peine la pièce est-elle jouée que le public demande immédiatement une seconde audition. Et la pièce fait parler d'elle. Elle devient rapidement mythique. On a l'impression qu'une nouvelle page de l'histoire de la musique s'est ouverte. Quel est le point de départ de ce qui va devenir la musique du XXe siècle ? Maurice Ravel, autre grand compositeur français, déclare « C'est en entendant pour la première fois le prélude à l'après-midi d'un faune que j'ai compris ce que pouvait être la musique. » Mais qu'est-ce que cette pièce a de si particulier ? Pourquoi est-elle restée aujourd'hui encore la pièce la plus fameuse de Debussy et l'une des pièces mythiques de la musique française ? Est-ce en raison d'un début fracassant, avec tambour, trompette ? Non, pas du tout. Au contraire, solo de flûte, quelques arpèges de harpe, quelques touches d'orchestre, les premières mesures du prélude à l'après-midi d'un faune. C'est une autre manière de respirer la musique. Comme si Debussy créait une sorte d'espace. L'espace du rêve, l'espace de la poésie. En tout cas, le temps est aboli. Alors comment est-ce que Debussy s'y prend ? Déjà, il y a le fait de commencer par une flûte solo très douce, très expressive, sans accompagnement. C'est Magali qui a fait entendre cette courbe un petit peu incertaine, suspendue, sans aucune pulsation rythmique. Et tout de suite après, deux accords bien distincts. Le premier accompagné d'un grand glissando des harpes, et puis tout de suite après, le second avec quelques notes de cor. Et là, après ce balancement, rien, une mesure de silence. On écoute le silence. Et comme un écho, on réentend le premier accord avec toujours le glissando de la harpe et le second accord avec le cor. Le temps est aboli, il y a du silence, il n'y a pas de pulsation rythmique, on ne sait pas où on est, on flotte, on est bien. On le réécoute, vous voulez bien ? Encore le début, s'il vous plaît. Quel début merveilleux! Seulement 10 mesures. Le prélude à l'après-midi d'un faune, ce n'est pas une pièce qui est très longue. Elle fait 110 mesures exactement. Nous venons d'en écouter 10. Et maintenant, où allons-nous aller ?
Est-ce que ça va être comme dans la musique classique et romantique? Nous avançons, nous allons d'un thème à un autre? Pas du tout. Nous allons rester suspendus à cette flûte magique. Mais il va y avoir des variations, comme des variations de la lumière. Nous réécoutons tout de suite le thème que j'appelle le thème du faune, le thème de la flûte, mais cette fois-ci, il est accompagné de manière très frémissante par les cordes, et ça change tout. Un même balancement d'accords. Enfin, quand je dis un même balancement d'accords, non. Tout à l'heure, c'était cet accord-là, alterné avec celui-ci. Maintenant, c'est cet accord-là, alterné avec celui-ci. 2 fois de suite. Ce 2 fois de suite est important. Nous n'allons pas d'un point à un autre. Ce n'est pas une action, une narration. C'est une suspension. Et Debussy va faire entendre une 3e fois sa flûte, mais l'accord va encore changer. Nous étions sur un accord de Ré, nous allons passer à un accord de Mi. Un accord avec un grand creux, corps en bas, la flûte en haut, et des glou-glous de harpe pour remplir. Toujours un balancement entre 2 accords, celui-ci et celui-là. Nous balançons sur 2 nouveaux accords. C'est une autre variation de lumière du thème. Mais peut-être maintenant qu'il faut que je vous parle du poème qui est à la base de la composition. La pièce s'intitule « Prélude à l'après-midi d'un faune ». L'après-midi d'un faune, c'est le nom d'un poème que Stéphane Mallarmé, un ami de Debussy, grand poète français, vient d'écrire. L'après-midi d'un faune. Vous savez ce que c'est un faune? C'est une divinité, un faune. C'est comme les anciens satyres grecs, mais c'est plutôt chez les Romains. Ce sont des hommes, mais ils ont des pieds de bouc. Et le faune est endormi dans un paysage en Sicile. C'est ce que nous raconte le poème. Vous savez, le plus célèbre des faunes, c'est Pan. Et Pan est amoureux d'une nymphe qui s'appelle Syrinx, et comme il n'arrive pas à l'attraper, eh bien elle sera changée en flûte de roseau, et comme ça, il peut en jouer à sa guise, elle est à lui. Donc l'instrument qui caractérise Pan, et donc un petit peu tous les faunes, c'est la flûte. Voilà pourquoi la pièce commence par le solo de flûte. Et d'une certaine manière, nous ne la quitterons plus jamais, cette flûte. On a dit parfois du prélude à l'après-midi d'un faune que c'était une sorte de tout petit concerto pour flûte et orchestre, et vous allez voir que c'est effectivement l'instrument principal, un instrument qu'adorait Debussy parce qu'il est courbe, justement, et Debussy, par-dessus tout, aime ce qui est souple, ce qui est délicat, ce qui est transparent. Mais je pense que Debussy a besoin de créer un espace suspendu, et en même temps, il a besoin que cet espace soit varié. Il change l'accompagnement, et de temps en temps, il va aussi changer la sonorité de la flûte. Au fond, ce qu'il lui faut, c'est un instrument à vent aigu, une flûte antique, un chalumeau de berger. Alors ça va passer peut-être par la clarinette, par le hautbois, ou même par une seconde flûte. Tenez, le même thème, avec des mélismes alternés entre les 2 flûtes de Magali et de Michel.
maintenant, cette flûte va se transformer en clarinette. Et avec cette nouvelle version du thème du faune, encore plus volubile, à la clarinette de Jean Pascal, là on peut dire que le faune s'éveille. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression que nous avons quitté le thème du faune. Eh bien, pas du tout. C'est toujours le même thème, mais il est accéléré au lieu d'avoir... Nous avons... Puisque le faune est éveillé, c'est normal, il chante plus vite. Ah, je vous ai dit tout à l'heure que Debussy adorait faire entendre 2 fois les choses, cette duplication qui lui permet de créer un espace comme suspendu, parce que vous êtes d'accord, si je dis une chose 2 fois, le temps n'avance plus, les choses sont comme suspendues, Alors, puisque le temps est suspendu, nous réécoutons une seconde fois, une tierce plus haut, le motif du faune, rapide, volubile, à la clarinette. Et puisque le berger peut jouer, enfin le berger s'attire, le pan, le faune, peut jouer aussi bien de la flûte que de la clarinette, il peut jouer également du hautbois. Le hautbois introduit quelque chose de plus expressif, on pourrait l'appeler le motif amoureux. Vous avez remarqué, les thèmes sont toujours courbes. Il n'y a jamais les mêmes valeurs. Il y a des croches, pam, 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 des doubles croches, ta da di da da, et des triolets, ta da da da, et le mélange, ta da da di da ti da di da di da da di da da, donne cette ligne particulièrement courbe. Moi, ça me fait penser à l'art floral. Ceux d'entre vous qui habitent Paris ou qui ont visité Paris se souviennent de ces stations de métro signées Guimard. C'est toujours des lianes, des fleurs, quelque chose qui s'enroule comme cela. Et le motif amoureux nous amène maintenant à un véritable thème lyrique. Il est un peu plus dense, un peu plus expressif. Alors, ce n'est pas un instrument avant, c'est tous les bois de l'orchestre qui le font entendre, posé sur un accompagnement pulsé des cordes. Nous sommes exactement à la moitié de la pièce. Je vous ai dit que la pièce faisait 110 mesures, nous sommes à la mesure 55. Et maintenant, le thème va être pris par tous les violons. Et ça va faire un effet extraordinaire. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la pièce depuis le début, les solos sont toujours confiés aux instruments avant. Dans la musique classique et romantique, c'est l'inverse. Ce sont toujours les cordes qui font les thèmes, et les vents, de temps en temps, font des échos, ou doublent, ou renforcent, ou font les fonds, c'est-à-dire les accords tenus de l'orchestre. Là, c'est l'inverse. Nous avons eu ces cordes frémissantes posées, des accords, des pizzicato, quelques trémolos, pour accompagner toujours la flûte de notre merveilleux faune. Pour la première fois, le thème est donné par toutes les cordes, et vous savez ce que c'est quand on a été privé de quelque chose pendant très longtemps. Quand on l'obtient, ça fait encore plus d'effet. Donc ce moment où le thème lyrique est pris par les cordes de l'orchestre forme une sorte de sommet expressif rayonnant de la pièce.
Difficile de résister, n'est-ce pas? Mais un doute me prend. On a l'habitude, lorsqu'on lit les commentaires de ce prélude, de considérer qu'il y a trois motifs principaux. Celui du faune qu'on a entendu à la flûte, celui que j'ai nommé le motif amoureux, et puis là, ce grand thème lyrique, d'abord joué par les bois de l'orchestre, puis par les violons. Mais au fond, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit de trois motifs différents? C'est toujours dans l'aigu que ça se passe. Et puis, ça se ressemble plus ou moins. Là, on vient bien d'entendre au violon ce qui est exactement une mesure que l'on trouve dans le motif amoureux. Et tout de suite après, ça se trouvait dans les mélismes de la flûte, du thème du faune. Non, finalement, je me demande s'il ne faut pas considérer qu'il n'y a qu'une grande ligne, une immense ligne mélodique qui commence simplement à la flûte, qui va un petit peu varier d'instrument en instrument, le hautbois, la clarinette, on l'a vu, et puis qui va finir par éclore au violon, mais ça n'est qu'une grande ligne, la fameuse ligne de flûte de Pan de notre satyre, de notre faune, qui devient de plus en plus expressive. Là, le faune est tout à fait réveillé, et il a rêvé de nymphes. Les nymphes, ce sont aussi des créatures mythologiques. Ce sont plus ou moins les filles de Zeus. Attention, il y a plusieurs types de nymphes. Ne confondez pas les nymphes des bois, qu'on appelle des dryades, avec les nymphes de rivière, les nymphes d'eau douce, qu'on appelle des naïades. Ici, c'est plutôt des naïades. Alors, il part chercher les nymphes, dont il ne sait pas très bien si elles existent ou pas. Il s'anime un peu de désir, un peu d'amour, et puis finalement, comme il ne les trouve pas, il se fait une raison et il va se recoucher, il va se rendormir, toujours dans cette chaleur étouffante de l'après-midi, dans ce beau paysage de Sicile. Il se rendort, mais il n'est pas encore bien sûr. Alors, le passage suivant, vous allez voir, alterne le thème du faune, très calme, à la flûte, avec sa variante plus animée au hautbois. Finalement, notre faune décide de se recoucher. Ce n'est pas la peine de passer son après-midi à chercher des nymphes qui n'ont peut-être existé que dans son rêve, autant les retrouver en se recouchant et en recommençant le rêve. Et l'endormissement final de l'orchestre est absolument extraordinaire. Il fait entendre deux motifs superposés. Le thème du faune est joué non plus par une flûte, mais par les deux flûtes à l'unisson. Écoutez bien. En même temps que ce motif aux deux flûtes à l'unisson, nous aurons les deux violons solos, Svetlin et Ayako, qui vont jouer un petit fragment du motif amoureux. On a l'impression que les flûtes représentent le rêve suspendu et que les violons représentent plutôt le désir, quelque chose de plus sensuel. Mais les deux maintenant, vous écoutez bien, se superposent, enveloppés par le reste de l'orchestre. Vous avez remarqué ces gouttes très aiguës, ces gouttes de lumière, c'est un nouvel instrument. Nous entendons quelques notes de cymbales antiques.
Les cymbales antiques, ce sont des petits disques un peu épais qui font une lumière très intense, vibrante, la vibration est très prolongée, et ça a été utilisé pour la première fois par un autre compositeur français, Berlioz, dans sa symphonie Roméo et Juliette. Il avait découvert les cymbales antiques en visitant un musée à Pompéi. Et Debussy, qui aimait beaucoup Berlioz, se resserre à son tour de ces cymbales antiques. Est-ce que c'est possible, Benoît, Renaud? Est-ce qu'on peut avoir juste quelques gouttes de cymbales antiques en solo comme ça? C'est magique. Bon, maintenant je pense que nous pouvons écouter d'un bout à l'autre ce prélude. Alors comment est-ce que vous allez l'écouter, ce prélude? Est-ce que vous allez suivre l'histoire? Il y a des gens qui pensent que Debussy a vraiment suivi pas à pas le poème. Lui-même n'aimait pas trop ce qu'on appelait les poèmes symphoniques. Il se moquait d'un compositeur allemand comme Richard Strauss. Pour lui, la musique ne pouvait pas être si précise, elle ne pouvait pas raconter pas à pas une histoire. Et en même temps, Debussy a fait distribuer au public, lors de la première à Paris, un programme. Enfin, en tout cas, il a expliqué en quelques lignes. Il parle de la chaleur de l'après-midi, des rêves du faune. Il parle de la nature universelle. Et il parle de ces nymphes et de ces naïades peureuses que n'arrive pas à retrouver le faune. Il parle, pour être plus précis, d'une illustration, mais approximative. Il a illustré le poème, mais il ne faut pas non plus vouloir chercher à chaque moment de la musique un épisode précis. Dans le poème, à un moment donné, le faune s'exclame « Aimais-je un rêve ?» Car finalement, ces nymphes, elles n'ont peut-être jamais existé. Peut-être qu'il les a simplement rêvées. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut écouter le prélude à l'après-midi d'un faune. Le prélude à l'après-midi d'un faune par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Xian Jiang.
Le prélude à l'après-midi d'un faune interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Xian Zhang. Et pendant vos applaudissements sont entrés pour renforcer l'orchestre une dizaine de cuivres, trompettes, trombones, tuba et les 4 percussionnistes qui vont nous aider maintenant pour entendre et pour parler d'une autre grande pièce symphonique, d'un autre chef-d'œuvre de Debussy, La Mer. La Mer est écrite quelques années après le tournant du siècle, comme le prélude à l'après-midi d'un faune quelques années avant. 94 pour le prélude à l'après-midi d'un faune, 1905 pour La Mer. C'est l'autre œuvre la plus jouée de Debussy, en tout cas dans le répertoire orchestral, avec le prélude à l'après-midi d'un faune. Debussy, toute sa vie, a été fasciné par le ciel et par l'eau. Puisque pour moi, le prélude à l'après-midi d'un faune est une pièce de lumière, il est logique maintenant que je vous parle d'une pièce, évidemment, qui parle de l'eau, puisqu'elle s'intitule La Mer. La mer. Le sujet est dans l'air du temps, puisque sur le Nice, un compositeur lituanien écrit la même année ou presque que Debussy, une pièce symphonique intitulée également La Mer. Mais de quelle mer s'agit-il? Alors ça, je crois que Debussy a préféré qu'on ne le sache pas exactement. Au départ, c'était plutôt la Méditerranée, puisque le premier mouvement s'intitulait « Mer belle aux îles sanguinaires ». Vous savez, au début du XXe siècle, les îles sanguinaires, on appelait comme ça la Corse et la Sardaigne. C'était une expression de bulletin météo. On disait « Mer belle aux îles sanguinaires ». Mais finalement, il a préféré renoncer à la Méditerranée, d'abord parce qu'il aimait aussi beaucoup l'Atlantique, et puis parce qu'il préférait que ce soit une mer que chacun veut bien avoir dans l'imagination quand il écoute cette pièce. Finalement, le premier mouvement ne s'appellera pas « Mer belle aux îles sanguinaires », mais « De l'aube à midi sur la mer ». Et effectivement, le tout début de la pièce ressemble, sinon à une aube, à une genèse. Comme si on était au commencement du monde, au moment où sont créés la terre, les étoiles, le ciel. Presque rien, un frémissement, et partant du grave, écoutez les contrebasses, les harpes, entrée des violoncelles, des altos, comme si petit à petit l'orchestre se réveillait. Jusqu'au trémolo très aigu des violons qui donne l'impression de la ligne d'horizon au-dessus de la mer. Un motif au bois, un oiseau blessé. La ligne d'horizon redescend. Une corne de brune qui annonce un thème important que j'appellerais le thème de la mer. Trompette, cor anglais. Retour de l'horizon, de l'oiseau blessé. Et maintenant, grand crescendo de tout l'orchestre, du grave vers l'aigu, comme si la lumière nous inondait. Et nous voilà partis. Clapotis des vagues, le voyage a commencé. Petit motif d'écume, harpe, flûte, clarinette. Un nouveau thème aux 4 corps que l'on pourrait nommer le thème du voyage. Retour du motif d'écume, flûte, clarinette, harpe.
là-haut dans le ciel, un oiseau flûte. Retour au corps du thème du voyage. Ce n'est pas une symphonie, c'est une vision. Et on a l'impression qu'elle avance de manière presque organique. Il n'y a plus de découpe, il n'y a plus de phrases, il n'y a plus de discours, il y a plutôt une sensation. Vous savez, les musiciens romantiques ont beaucoup parlé du sentiment. J'ai l'impression que Debussy, lui, veut nous parler de la sensation. On peine à décrire cette musique avec les mots, mais on ressent des tas de choses dans cet orchestre qui balaie l'aigu, le grave, avec tous ces trémolos. Ah, il faut peut-être que je vous explique ce qu'est le trémolo, parce qu'il est au fond, à la base de toute l'écriture de la mer. Le trémolo, ce sont des notes répétées très rapidement. C'est très naturel à la timbale, par exemple. Mais on peut faire la même chose aux cordes. Vous l'avez entendu à plusieurs moments dans le grave ou dans l'aigu. Et puis au piano aussi. À chaque fois qu'on fait des accords en trémolo, on fait entendre presque la matière sonore plutôt que des thèmes ou des accompagnements. Par exemple, dans le grave du piano comme ça, ou alors à la timbale ou à la percussion. Mais il peut y avoir aussi des trémolos au centre du piano avec des accords, ou tout à fait dans l'aigu, au violon. Et c'est cette note à la fois tenue et tremblée qui paraît le mieux à même pour Debussy pour incarner en quelque sorte l'élément marin, car l'eau est toujours bien sûr en mouvement. Alors bien sûr, quand on dit la mer, est-ce qu'on est dans la mer? Est-ce que c'est la mer elle-même qui est exprimée par la musique ou est-ce que c'est le voyage? Voilà, nous sommes partis, nous sommes sur le bateau. Au centre de la pièce s'élève quelque chose de formidable, un chœur de violoncelle. Oh, Debussy n'est pas le premier à avoir pensé à confier un thème au seul violoncelle. Rossini l'a fait au tout début de son ouverture de Guillaume Tell. Mais là, les violoncelles s'amusent, ils bondissent comme des poissons, des dauphins, enfin je ne sais quelle créature maritime. Thème des violoncelles. Ce même motif bondissant, joyeux, est repris par les bois de l'orchestre, mais environné du tumulte général de l'orchestre. Comme les vagues de l'orchestre qui se calment peu à peu. Pour le retour, du thème de la mer, toujours la trompette. Maintenant que nous avons écouté le centre de l'œuvre, je voudrais vous faire entendre juste une petite chose qui arrive à la fin. Après tout, ça s'appelle « De l'aube à midi sur la mer ». Alors, après le lever du jour, il y a l'apparition du soleil. Ça n'est pas écrit sur la partition, hein, quand je vous dis thème de la mer à la trompette ou tout à l'heure aux quatre corps, thème du voyage.
c'est une manière de les nommer, bien sûr. Et là, j'ai envie de vous faire entendre un très beau choral dans le grave au corps qui, pour moi, représente le soleil. Mais c'est bien sûr mon interprétation. Ça arrive juste avant la fin de la pièce. Et d'ailleurs, Satie, qui aimait bien plaisanter, avait écrit « J'aime beaucoup le passage vers midi moins quart ». Et comme c'est de l'aube à midi, eh bien je pense qu'il pensait à ce passage. Et c'est vrai, c'est très beau. On est dans une pièce plutôt naturaliste, maritime, et tout d'un coup, au moment où tout est calme, quelque chose d'inattendu. Vous ferez bien attention tout à l'heure, dans le grave, les corps, les bassons, un choral qui pour moi ne peut représenter que le soleil, qui semble ouvrir une dimension supplémentaire à cette musique de sensation, à cette musique maritime, le choral du soleil. D'abord, un halo mystérieux, les deux harpes, Nicolas et Mimi, avec les deux flûtes et le tremblement de l'air de la cymbale. Une fois ce halo lumineux posé, arrive le choral au corps. C'est la fin de la pièce, une magnifique apothéose, le plein midi en quelque sorte. Je vous propose d'écouter ce premier mouvement de l'aube à midi sur la mer.
Pour comprendre la manière si nouvelle qu'a Debussy d'écrire de la musique, je me suis dit qu'il fallait revenir à une chose très importante, au piano de Debussy. Je me suis mis devant ce piano parce qu'il s'agit justement d'un grand piano Pleyel de concert. C'était l'époque où la facture française de piano dominait le monde. Il y avait Erard, il y avait Gaveau, il y avait Pleyel, et Debussy avait particulièrement une affection pour les grands pianos Pleyel. Celui-ci date exactement de l'époque de la composition du prélude à l'après-midi d'un faune et de la mer. Alors, qu'est-ce que le piano de Debussy a de si particulier? Eh bien, Debussy, ce n'est pas le piano en force, non, bien au contraire. Ce qu'il aime, ce sont les accords posés doucement, ce sont les arpèges qui balayent le clavier, les trilles, les glissando. On a dit parfois que Debussy se servait du piano comme d'une harpe. Et la plupart des pièces pour piano de Debussy commencent très doucement, très doucement, comme ce petit berger. Et Debussy aime beaucoup utiliser la pédale de droite, celle qui libère les étouffoirs. Comme ça, il y a quelque chose aussi d'aquatique dans ces pièces pour piano, comme la première arabesque. Là aussi, on a l'impression de prendre un bain de musique. Il y a aussi ces préludes, comme les fées sont d'exquises danseuses. Et là aussi, utilisation de la pédale pour brouiller les sons. Le vent aussi est à l'honneur dans une pièce comme Le vent dans la plaine. Un souffle. Un piano très doux, un piano sans rien en lui qui pose ou qui pèse, comme dit Verlaine dans l'art poétique. Je pense que c'est exactement le même projet qu'a eu Debussy avec l'orchestre. Il disait qu'il voulait un orchestre lumineux, transparent comme du cristal. Il disait du piano qu'il ne voulait pas qu'on entende les marteaux, et pour l'orchestre, il disait « je veux un orchestre sans pieds, avec des ailes ». Je pense que c'est exactement la sensation qu'on a quand on écoute le début du second mouvement de la mer, intitulé « Jeu de vagues ». J'ai l'impression que nous venons d'être éclaboussés par les clarinettes. Alors, peut-être que le moment est venu de se pencher un petit peu plus précisément sur quelques mesures, par exemple le début de Jeu de vagues, pour voir comment Debussy orchestre. Dans l'orchestration classique ou romantique, les choses sont relativement simples. Il y a des éléments, la mélodie, l'accompagnement, les basses, les accords, et on les distribue aux différents groupes de l'orchestre. Ce n'est pas ainsi que procède Debussy. Alors, détaillons-le justement avec les 4 premières mesures de Jeu de vagues. Tout d'abord, les cordes, alto et violon, qui font entendre un trémolo qui se déplace du grave vers l'aigu et de l'aigu jusqu'au grave. Dessus, nous posons un accord des bois. Vous l'entendez derrière? Puis une basse en pizzicato, violoncelle et contrebasse. Pour le scintillement, jeu de timbre, harpe, cymbale.
ce second mouvement, c'est un petit peu un scherzo. Vous savez, dans les symphonies romantiques, il y a toujours cette pièce vive, pleine d'énergie. Souvent, c'est le second mouvement qu'on appelle un scherzo. Alors, puisqu'on a dit de la mer, qui est sous-titré 3 esquisses symphoniques, que c'est une sorte de symphonie, eh bien, mettons que ce soit un scherzo. Et dans un scherzo, il y a de l'énergie, il y a de la danse, comme ce thème des violons, qu'on peut intituler « Danse des vagues ». Le passage suivant me fait penser à des tourbillons de la mer. Encore plus fort que le tourbillon, les lames déferlantes. Vous allez voir ce magnifique crescendo de tout l'orchestre. Vraiment, on n'est plus dans le domaine de la musique classique, on est vraiment dans le domaine de la nature et des éléments. Mais là où ça n'est pas un scherzo, c'est que dans la plupart des scherzos, eh bien, on termine avec beaucoup de force et d'énergie. Et là, Debussy est plus original. La mer est déchaînée, mais la mer se calme. Et nous revenons sur les mêmes notes, le même motif qu'il y avait au tout début du premier mouvement. Vous vous souvenez, l'aube, ce sentiment de jeunesse, de création du monde. Nous entendons encore quelques glissando de harpe vers l'aigu, vers le grave, quelques gouttes de jeu de timbre, et puis un petit motif posé comme un motif de mouette. La mer se calme. Vous entendez ces 4 notes. On a reproché à Debussy d'avoir utilisé un motif qui était déjà présent dans une pièce antérieure qui s'appelle « Nuage ». Et dans « Nuage », effectivement, il y a un motif unique qu'on entend toujours et qui fait les mêmes notes. Et le motif au corps anglais... Mais je pense que ça n'a aucune importance. Ce motif, pour moi, c'est comme une mouette. Dans Nuage, il est donné toujours au même instrument, le corps anglais. Et d'ailleurs, dans Jeu de vagues, la première fois qu'on l'entend, il est aussi donné par le corps anglais. Vous avez remarqué dans le premier mouvement de la mer aussi, les thèmes ne changeaient pas tellement de timbre. Il y avait le thème de la mer à la trompette et au corps anglais. Il y avait le thème du voyage au corps. Il y avait ce que j'ai appelé le motif d'écume aux flûtes et aux clarinettes. Mais les motifs, chez Debussy, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Au fond, reprocher à Debussy d'avoir utilisé le même motif de 4 notes dans Jeu de vagues que dans Nuage, c'est un petit peu comme si vous reprochiez à un peintre impressionniste d'avoir utilisé la même mouette d'un tableau à l'autre. C'est peut-être la comparaison la plus éclairante pour bien comprendre la manière dont Debussy compose de la musique. Vous voyez, dans la peinture classique, le plus important, c'est le sujet. Une femme, un duc, une princesse, la Joconde, c'est son visage qu'on regarde. Et ça n'est que dans un deuxième temps qu'on s'aperçoit qu'il y a un très beau fond, un très joli paysage derrière la Joconde. Dans la peinture impressionniste, c'est l'inverse. Tenez, la plage à Sainte-Adresse de Monet,
eh bien 90% de la toile est occupée par la plage, le ciel, la mer. Il y a bien quelques mouettes, vraiment toutes petites dans la plage à Sainte-Adresse, quelques personnages, mais ça n'est pas très important. Ce sont juste quelques petits motifs qui sont rajoutés au plus important, qui est justement le fond. Autrement dit, dans la peinture impressionniste, le plus important, c'est le fond, et les personnages sont secondaires, alors que dans la peinture classique, bien sûr, le fond est moins important que le sujet. En musique, il y a la même chose. Dans la musique classique et romantique, ce que nous écoutons le plus, ce sont les différents thèmes. L'accompagnement, on l'écoute, bien sûr, il est là pour mettre en valeur le thème. Tandis que dans la musique de Debussy, vous voyez bien que ce que nous retenons le plus, ce sont nos sensations. C'est l'orchestre qui rentre en bouillonnement, c'est la lumière dans l'aigu, le poudroiement, les trémolos, les motifs, nous les savourons au passage, mais ce n'est pas le plus important de l'œuvre. Voilà pourquoi on a souvent comparé la musique de Debussy à la peinture impressionniste. Maintenant, je vous propose d'écouter d'un bout à l'autre Jeux de vagues. Vous écouterez un tout petit peu de ces motifs, de ces petites mouettes qui se posent ça et là, mais surtout, vous allez jouir de cet orchestre scintillant, léger, comme les irisations du soleil à la surface de la mer.
Alors le troisième et dernier mouvement de la mer s'intitule Dialogue du vent et de la mer. Mais oui, après la lumière du prélude à l'après-midi d'un faune, après l'eau, il était bien que l'on parle du vent. C'est l'occasion pour Debussy d'écrire un mouvement peut-être plus inquiétant, plus tumultueux, un peu plus sombre aussi, comme ces marines de Turner, vous savez, où le ciel est entièrement noir, couvert de nuages. Dès le début du mouvement, nous sommes inquiets. Un grondement lointain, le tonnerre, la tempête qui approche, en tout cas, c'est la percussion qui nous fait trembler. Mais attention, pas une percussion scandée, ça, Debussy l'utilise assez rarement. Non, lui, il aime la percussion liquide, c'est-à-dire les sons roulés, comme au tout début de ce mouvement. Écoutez. Vous entendez ? Un son incertain, mélange de timbales, de grosses caisses et d'un grand disque en cuivre qu'on nomme le tam-tam. Ça nous met dans l'angoisse, dans l'incertitude, et maintenant arrive la bourrasque, les graves de l'orchestre. La bourrasque se rapproche, un oiseau blessé. Le vent. Oiseau blessé. Un peu plus loin, c'est le coup de vent, les trémolos des cordes montant du grave vers l'aigu et l'orchestre déchaîné qui se termine par une véritable gifle. Bien sûr, il y a aussi un thème principal du mouvement, je l'appelle le thème du vent. C'est un hautbois qui plane sur l'orchestre mouvant, l'orchestre bouillonnant, thème du vent. Alors, ce thème du vent, nous allons l'avoir 3 fois au cours du mouvement, et à chaque fois présenté de manière différente. On pourrait parler de variation. Vous l'avez compris, ce thème du hautbois, il n'est rien sans son accompagnement. Il forme un tout. Là, il planait au-dessus de l'orchestre qui menaçait, qui grondait. La deuxième fois que nous allons avoir ce thème du vent, c'est très différent. Tout est calme. C'est mer d'huile, comme on dit. Il y a l'horizon des violons, tout à fait dans l'aigu, et puis de gentils glouglous de harpe, des 2 harpes, et le thème du vent, très calme, planant. Troisième inscription du thème du vent, là c'est le contraire. L'orchestre est déchaîné, ou plus exactement, les cordes sont rentrées en fusion, elles sont comme l'eau qui bouillonne, et le thème par-dessus en paraît singulièrement transformé, inquiet, angoissé, agité.
entendu les sifflements du piccolo. Je dis sifflements parce que pour moi, c'est le vent qui siffle. Tara, 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 tara. Alors, autre thème très important, le thème de la mer. Oui, c'est le premier thème qu'on a entendu au début du premier mouvement. Souvenez-vous, l'alliage, trompette et cor anglais. Ça, c'est quelque chose qui va unifier l'ensemble des 3 mouvements de la mer. On appelle ça un thème cyclique. Mais ce n'est pas Debussy qui a inventé le procédé, c'est César Franck. Quand il y a plusieurs mouvements dans une œuvre, il peut y avoir 1 ou 2 thèmes qui circulent d'un mouvement à l'autre et du coup, cela donne une sorte d'unité. Cela permet que toute la symphonie forme un tout. Alors, ce thème cyclique que j'ai appelé tout à l'heure le thème de la mer, nous allons l'entendre éclatant. Peut-être je vous le rejoue de mon piano, juste comme il était au tout début, dans le premier mouvement. La première fois qu'on l'entendait, il y avait des basses mouvantes, du violoncelle et des contrebasses, et par-dessus, cor anglais et trompette. Maintenant, nous le retrouvons éclatant sur fond de trémolo de violon. À la trompette, c'est Alexandre. C'est à la fois solaire et en même temps, il y a tout de suite après le grondement des basses. Nous retrouvons ce thème à la basse de l'orchestre, c'est pizzicato, violoncelle contrebasse, et les bassons, une autre énergie. Nous avons même une 3e apparition du thème, mais là, je vous demande votre attention parce que le thème va être assez transformé par la vitesse. Jusque-là, on l'entendait toujours à ce tempo-là. Si j'accélère énormément ce thème, cela donne... et cela change son caractère. Il devient presque volubile. C'est pourquoi Debussy a l'idée formidable de le confier à des cornets à piston. Le cornet à piston, c'est une petite trompette sur laquelle on a mis des pistons, ça le rend plus agile. Ça n'a pas le caractère noble, solaire de la trompette que vous venez d'entendre tout à l'heure. Non, c'est plus gouailleur, c'est plus parlant. On a l'impression de quelqu'un de très bavard qui vous raconte quelque chose. C'est des instruments qu'aime beaucoup Debussy. Et notez bien qu'ils n'ont pas encore joué. Et voilà leur solo. Il était temps. On est à quelques minutes de la fin du dernier mouvement de la mer. Gilles et Gérard vont vous jouer juste ce thème ramassé, dynamisé, toujours notre fameux thème cyclique, le thème du vent. Merci beaucoup. Et maintenant, nous les écoutons avec l'accompagnement d'orchestre et notamment les 3 trompettes en dessous qui font une pulsation extrêmement rythmique. Voilà, nous avons écouté 3 présentations différentes de notre thème de la mer, comme nous avions écouté auparavant 3 présentations différentes de notre thème du vent. À chaque fois, le motif est à peu près identique, souvent même aux mêmes instruments, pas toujours, mais ce qui change, c'est le contexte, comme si le temps, la lumière, le paysage avaient changé. Il y a encore un élément dont je dois vous parler, qui était déjà présent dans le premier mouvement, c'est celui du choral. Vous vous souvenez, le choral soleil. Mais figurez-vous qu'il revient dans le 3e mouvement. Il revient d'abord au centre du mouvement, à un moment de calme. On retrouve notre choral mystérieux.
Ce choral au lointain, toujours accompagné de ses caresses de violon, nous l'oublions. C'est pourtant lui qui va réapparaître en gloire, en majesté, et qui va terminer le mouvement, non pas pour le plaisir d'une conclusion un peu solaire comme ça, non, pour rajouter comme une sorte de dimension puissante, métaphysique, le choral en majesté. Avant d'écouter en entier le troisième mouvement de la mer, dont je vous rappelle le titre, Dialogue du vent et de la mer, je voudrais une dernière fois souligner l'originalité du monde sonore qu'a pensé, qu'a rêvé, qu'a inventé pour nous Debussy. Il ne s'agit plus de musique romantique, de musique du sentiment. Non, il s'agit d'une musique de la sensation, d'une musique presque organique, d'une musique de la transformation perpétuelle. Le mouvement, le bouillonnement du flot ou de la lumière ou le souffle du vent sont toujours en action, que les choses se transforment petit à petit, thème, motif, mouvement, rythme. Ce projet, c'est un projet de communion avec la nature, de joie sensuelle des éléments sonores. Et plus que ça, il me semble que c'est un projet visuel, comme s'il ouvrait une fenêtre sur le monde. Avec Debussy, nous rêvons, nous sentons, nous voyons la musique, mais nous la voyons avec les oreilles.